Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fin de vie et du droit de l'aide à mourir dans le contexte de la proposition de loi votée cette semaine à l'Assemblée nationale. Avec nos invités, nous tenterons de comprendre quels sont les enjeux autour de la loi et surtout comment elle peut être vécue, que l'on soit patient, aidant ou professionnel de santé. Nous verrons également comment accompagner au mieux nos aînés sur cette dernière étape et si le choix entre EHPAD, domicile ou hôpital est encore possible à cette étape de la vie. La santé en mouvement spéciale fin de vie et aide à mourir, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Monique Girard avec toute son énergie. Monique, bonjour. Vous êtes gériatre et membre actif de l'association MCOR, donc qui est l'association qui représente au niveau national l'ensemble des médecins du secteur médico-social. Alors Monique, pour commencer, quand on parle du droit à l'aide à mourir, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on peut ressentir cette loi qui a été votée, que l'on soit un patient âgé, que l'on soit un médecin ou que l'on soit membre d'une famille. Le patient âgé qui est le résident dans nos EHPAD, très souvent se voit comme une charge, se voit comme quelqu'un qui a fini sa vie, qui n'a plus d'utilité. Et ça, le plus souvent, lorsque ils atteignent le grand âge. Nos résidents, ils sont très âgés, 87 ans en moyenne, porteurs de polypathologie et avec une énorme perte d'autonomie. Et cette perte d'autonomie, elle peut être physique, elle peut être psychique et elle pèse beaucoup sur la vie de nos résidents et notamment en fin de vie. Donc il y a cette notion de je suis plus utile à la société, je suis plus utile à ma famille et également je suis une charge financière ou humaine pour ma famille. De notre côté, les familles elles-mêmes, les proches, le plus souvent, ils sont dans le fait d'accompagner, d'avoir une vie, une prise en soin pour leurs aînés qui soit de bonne qualité. Mais malheureusement, la situation dans les EHPAD, elle est très très hétérogène et notamment sur l'accompagnement de fin de vie. Et nos soignants, et je parle aussi bien des soignants que des non-soignants qui sont autour de nos résidents, ils sont pas assez formés. Ils ont beau mettre toute leur humanité, tout leur cœur dans cet accompagnement, mais ils sont pas assez formés. Nous manquons de moyens. Le vote de la première partie de la loi est une bonne nouvelle pour nous par rapport à un plan de développement des soins palliatifs. Mais vous n'avez pas le sentiment, Monique, que certains résidents justement qui sont dans cette culpabilité de vivre encore et d'être un poids pour leur famille, pour la société, vous disent écoutez, moi je suis éligible, alors allez-y, on arrête tout. C'est pas un risque, ça? Alors il faut savoir que effectivement 50% de nos résidents sont atteints de pathologies évoluées, très évoluées souvent. Mais par contre, 70% de nos résidents présentent des troubles cognitifs à des degrés plus ou moins importants. Et lorsque on va décider, lorsque ce droit à mourir doit dépendre d'une décision libre, éclairée, avec toutes les facultés de discernement possibles, ça n'est pas quelque chose qui est applicable dans nos EHPAD et notamment les termes de la loi sont assez flous là-dessus parce que les facultés de discernement telles que nous les évaluons dans nos EHPAD, le mode de discernement n'est pas explicité, n'est pas réaliste sur ces modalités de la loi. Alors justement, vous parlez de ces critères, mais il y a d'autres critères qui laissent une place importante à la subjectivité du médecin ou du patient, comme une affection grave ou le pronostic vital. Est-ce qu'on risque pas des contentieux avec les familles, justement, sur cette ambiguïté? Effectivement. Je dirais que les affections graves et incurables, on en a forcément chez nos résidents qui sont polypathologiques et les familles sont
assez déconcertés parce que très souvent, nous avons les familles qui veulent absolument que la personne soit accompagnée, traitée, qu'on soit dans le curatif jusqu'au bout, et puis celles qui, à l'inverse, nous demandent d'aider la personne dans cet accompagnement. Et pour nous, aider, c'est le soin. Aider une personne à finir ses jours, ça n'est pas enlever le problème, solutionner le problème par sa disparition, c'est pas notre façon de voir les choses. Et je pense que les familles aussi sont très demandeuses de cet accompagnement de qualité au sein de nos EHPAD. Monique, excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que vous voyez une corrélation quelque part purement économique entre ces enjeux de financement des retraites, le déficit de la sécurité sociale et le poids pour la société d'une population hyper médicalisée? Il y avait une urgence à faire cette loi? Non, vraiment pas. Je pense que l'urgence, elle était à reprendre tous les termes de la loi, faire mieux connaître la loi Claeys-Leonetti de 2016, apporter beaucoup plus de moyens sur la formation, sur l'organisation et le financement de cet accompagnement de fin de vie. Je pense que cette loi est une réelle illusion du libre choix. C'est une illusion parce que la santé est en pleine crise, la santé dans nos EHPAD, mais la santé également en général. Et bien sûr, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et certaines mutuelles ont affiché cette volonté de faire des économies sur les retraites, de faire des économies sur les remboursements de soins. Un exemple concret, au Canada, sortent à une fréquence annuelle, je pense, le chiffrage de ces économies faites avec l'aide à mourir. Monique, une dernière question. Le délit d'entrave condamne d'une peine allant de 2 ans de prison à 30 000 € d'amende l'opposition d'un soignant au désir de mourir. Ça vous choque ? Totalement. Vous savez que nous sommes, cette année 2025, dans la préoccupation de la santé mentale, et notamment dans le plan de prévention du suicide, avec le fameux numéro 3114 qui permet d'aider les gens qui sont en volonté, en démarche suicidaire. Ce délit d'entrave est pour nous quelque chose qui va vraiment à l'encontre de notre non-abandon de la personne. Parce que lorsque une personne va nous demander de mettre fin à ses jours, souvent nous envisageons avec elle d'autres solutions. Nous envisageons avec elle un accompagnement beaucoup plus solidaire, beaucoup plus fraternel, comme dit notre président Macron. En tout cas, ce délit d'entrave, nous, on aurait bien aimé qu'il soit assorti d'un délit d'incitation, parce que on a vraiment la peur que des pressions s'exercent, notamment sur nos personnels, sur nos personnes âgées, vulnérables, fragiles, qui se sentent déjà de trop dans cette société. Donc c'est carrément un véritable tri social des plus vulnérables auxquels on s'expose. Merci Monique Girard, je rappelle que vous êtes gériatre et membre actif de MCOR. Avant de nous retrouver dans quelques instants, je vous propose de découvrir une nouvelle séquence dans La Santé en Mouvement. Cette séquence, c'est une bande-annonce pour Medicating Normal, un documentaire sur la prévention en santé mentale dans une époque où la prescription massive de médicaments psychotropes donne lieu à une nouvelle menace pour la santé publique. La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, La Santé en Mouvement, Vanessa Pérez. C'est l'histoire de Rebecca. Rebecca, c'est une fillette joyeuse, elle a 11 ans. Lorsque sa famille déménage pour la énième fois, tout change. Elle devient très anxieuse. Elle a des maux de ventre, elle ne va plus à l'école, elle ne mange presque plus. Inquiets, ses parents l'emmènent consulter une thérapeute. Et sur l'ordonnance, des antidépresseurs. De la sertaline pour commencer, et puis de la fluoxétine, plus communément appelée Prozac. Et là, tout bascule pour la jeune fille.
Rebecca commence à voir une petite fille imaginaire qui lui parle. Rebecca l'appelle Alice. Alice, elle devient envahissante et l'incite à se faire du mal. Rebecca enchaîne alors des séjours à l'hôpital psychiatrique. Elle n'a que 13 ans. À chaque passage, on lui ajoute un médicament de plus pour compenser les effets du précédent. Ses parents ne la reconnaissent plus et prennent une décision alors difficile, arrêter les traitements. Et quelques mois plus tard, les hallucinations disparaissent. Rebecca reprend sa vie en main, décroche un diplôme avec mention et travaille aujourd'hui dans la communication. L'histoire de Rebecca, elle interroge, elle fait douter. Jusqu'où faut-il prendre des traitements pour calmer l'esprit, quitte à finalement le détruire ? Alors avant de recourir aux psychotropes, dont les effets secondaires sont parfois lourds et source de sevrage difficile, il est essentiel de s'informer et d'explorer d'autres voies. Vous doutez encore ? Découvrez le documentaire La normalité sous ordonnance en accès libre sur YouTube et sur la chaîne Odyssée. La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Balmel, direction des relations institutionnelles chez Bastide Médical. Nicolas, bonjour, on est ravis de vous avoir parmi nous. Alors, on le sait, de plus en plus de Français sont soignés chez eux, que ce soit après une hospitalisation ou en cas de maladie chronique. Et chez Bastide, vous êtes prestataire de santé à domicile. Alors, comme les mots sont importants, j'aimerais que vous nous redéfinissiez, c'est quoi un prestataire de santé à domicile ? Oui, merci beaucoup de me poser cette question-là. Effectivement, concrètement, en fait, on intervient vraiment sur prescription médicale et c'est vraiment extrêmement important de préciser ce point. Et dans le sur-prescription médicale, donc les équipes des prestataires de santé à domicile se rendent chez le patient pour lui apporter le ou les dispositifs médicaux dont ils ont besoin, alors qui sont prescrits par le médecin. Donc, ça peut être des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des dispositifs qui sont liés à des problématiques d'apnée du sommeil ou des pompes à perfusion ou à insuline. Et ce qui est important ici, c'est que de préciser, c'est qu'au-delà de la simple installation du dispositif médical au domicile, en fait, on accompagne aussi le patient, ses aidants, leur famille, à bien comprendre le fonctionnement du dispositif, afin qu'il soit le plus observant possible, pour qu'il suive concrètement le traitement prescrit par le médecin. Et nous gardons d'ailleurs avec celui-ci, avec le médecin, un lien très précis tout au long de la pathologie. Alors justement, Nicolas, quand une famille vous contacte, c'est souvent dans l'urgence, avec beaucoup d'émotions et de confusion. Vous devez réagir vite et bien. Comment se passe votre première intervention sur le terrain, très concrètement ? Alors oui, sur la question de la fin de vie, effectivement, il faut quand même préciser qu'on est quand même finalement assez rarement contacté par les familles. Ce sont souvent les médecins, le personnel médical qui nous signifient la prise en charge à réaliser. Et donc, notre premier contact, il vient beaucoup plus d'un professionnel de santé qui souhaite nous confier son patient, pour répondre à son premier besoin qu'il aura identifié. Donc, une fois qu'on a cet appel téléphonique, nos équipes sont en capacité d'évaluer avec lui ce qui est réalisable avec les infirmières libérales, avec les partenaires soignants de ville. Donc, à ce moment-là, on prend la prise en charge, elle est effectivement très importante. Et c'est là où on doit être effectivement extrêmement réactif et extrêmement précis. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous pouvons conseiller auprès du prescripteur de ne pas forcément faire la prestation, mais de la confier à l'hospitalisation à domicile, à la HAD, avec qui effectivement les prestataires de santé à domicile travaillent en totale complémentarité et en total partenariat. Nous, chez le groupe Bastide Médical, ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous sommes partenaires des structures d'hospitalisation à domicile qui ont effectivement beaucoup plus de compétences que nous pour ce qui relève du soin et du suivi médical. Nous sommes vraiment des experts du dispositif médical. Concrètement, Nicolas, les solutions concrètes que vous mettez en place pour le décrire par rapport à nos auditeurs, quelles sont-elles pour qu'on vous repère clairement ? Tout à fait. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'abord, il y a cet appel téléphonique du professionnel de santé qui arrive dans notre cellule de coordination chez Bastide Médical. Et nous, chez Bastide, nos experts, qui sont soit des infirmiers, des diététiciens, ils vont tout mettre en œuvre pour répondre à la demande formulée. Et donc, on est au quotidien toujours à gérer cette urgence, être adaptable et réactif. C'est grosso modo, en une journée, lorsqu'on a un appel le matin, 9 fois sur 10, le patient est installé le jour même à son domicile. Et nous sommes bien sûr disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors Nicolas, excusez-moi d'être un peu pragmatique, mais j'ai envie de vous poser une question que tout le monde se pose. Est-ce que ça coûte plus cher d'être à l'hôpital ou à la maison ? Combien ça coûte réellement ? En fait, d'abord, la prise en charge du patient est prise en charge par l'assurance maladie. Donc, pour ce qui concerne la mise en place de soins palliatifs, ça permet à un patient de revenir chez lui, auprès de ses proches.
mais aussi, et c'est vraiment le sens de votre question, ça permet de libérer un lit d'hôpital. Or, il a été clairement dit et écrit et prouvé qu'en fait, une prise en charge au domicile est nettement moins onéreuse qu'une prise en charge dans une structure hospitalière, avec toutes les économies de structure que ça peut générer en termes de bâtiments, d'électricité. Et d'ailleurs, durant la période du Covid, les prestataires de santé à domicile ont joué un très très grand rôle pour libérer des lits d'hôpitaux et faire des économies effectivement à l'assurance maladie. Pour conclure en 30 secondes, Nicolas, dans ce contexte effectivement de loi qui vient d'être votée, quel regard vous portez sur l'accompagnement des patients en fin de vie à domicile ? Alors effectivement, c'est un moment qui est naturellement très très sensible et très délicat pour les familles et pour leurs proches. Et le groupe Bastide Médical essaye forcément naturellement d'avoir une vision humaine, bienveillante dans le traitement et le suivi de cette problématique-là. Donc moi, j'ai la chance d'être salarié d'un groupe qui a ces valeurs humaines bien chevillées au corps, de respect, d'écoute, du travail bien fait, bien entendu, de valeurs humaines et bienveillantes. Donc c'est notre ADN, donc on met un point d'honneur à le faire dans toutes nos prestations, mais particulièrement là, effectivement, pour la fin de vie. Merci beaucoup Nicolas Balmel. Je rappelle que vous êtes directeur des relations institutionnelles chez Bastide Médical. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Piot. Antoine, bonjour. Merci d'être parmi nous en plateau et d'avoir fait le déplacement depuis Toulouse. Vous êtes gériatre justement à l'IHU de Toulouse. Alors là aussi, on va revenir sur une définition. On sait tous ce que c'est un EHPAD, mais pas forcément. Et j'aimerais que vous nous disiez précisément qui est concerné justement. Alors, un EHPAD ou une maison de retraite, comme son nom l'indique, c'est un établissement qui héberge des personnes âgées dépendantes. Mais ça veut dire quoi ? En fait, d'abord, c'est des gens très âgés. La moyenne d'âge, c'est 85 ans, grosso modo, et qui sont dépendants, mais qui sont dépendants surtout cognitivement. Autrement dit, c'est pas parce que je suis en fauteuil roulant, par exemple, que j'ai besoin d'aller en EHPAD. Je vais en EHPAD principalement parce que j'ai des troubles de la mémoire. Et l'immense majorité des gens en EHPAD ont des maladies de type Alzheimer ou autre, et c'est ça qui rend le maintien à domicile très très compliqué. Alors expliquez-nous, parce que justement sur cette période de la fin de vie, de nombreuses personnes rejettent d'emblée l'idée d'aller en EHPAD, comme si le choix était systématiquement synonyme d'abandon ou de maltraitance. Que répondez-vous ? Alors j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'amusent à poser la question, est-ce que vous voulez aller en EHPAD ? Les gens répondent non. Alors j'ai un scoop pour vous, les gens ils veulent pas être vieux. Ils veulent pas être dépendants, donc évidemment, ils veulent pas aller en EHPAD. Pour autant, l'EHPAD est extrêmement utile. Et en fait, quand est-ce qu'on va en EHPAD ? Quand on est en difficulté. Et notamment quand les aidants sont en difficulté. Et souvent, c'est même signe de survie, synonyme de survie pour les aidants à la maison. Donc, on y va quand on n'arrive pas à trouver suffisamment d'aide à la maison, quand on est beaucoup trop isolé géographiquement ou socialement, ou quand la surveillance nocturne devient indispensable. Donc, quand on ne peut pas rester la nuit. Donc, quand on critique les EHPAD, quand on critique les gens qui vont en EHPAD, je ne sais pas si les gens réalisent l'impact que ça a sur les familles, parce que c'est hyper culpabilisant, et l'impact que ça a sur les professionnels, c'est-à-dire tous les gens, les aides-soignantes, les infirmières, etc., qui travaillent en EHPAD et qui font super bien leur boulot. Alors justement, vous le disiez, les EHPAD accueillent aujourd'hui des personnes de plus en plus dépendantes, mais avec quand même une sociologie assez hétérogène. Et c'est des lieux aussi où on est censé bien vivre. Donc il n'y a pas un peu un paradoxe à gérer justement cette période C'est très vrai. C'est-à-dire, les EHPAD, c'est un lieu de vie et ça doit être un lieu de vie. Mais c'est vrai qu'on y va de plus en plus tard, et tant mieux, de plus en plus malade, de plus en plus dépendant. Donc c'est un lieu où il doit y avoir une densité de soins extrême. Et là, on atteint un peu un bout, c'est-à-dire c'est très difficile à la fois d'avoir beaucoup de professionnels, beaucoup de soins, et à la fois de garder cette personnalisation, ce caractère lieu de vie, de ne pas se transformer en clinique ou en hôpital en fait. Et c'est vraiment très très difficile. Bon alors, on le sait aussi, beaucoup de personnes âgées entrent en EHPAD dans l'urgence, après une chute ou une hospitalisation, sans être forcément prêt à cette transition. Selon vous, c'est un parcours qui devrait être anticipé, avec une forme d'éducation, on va dire, un peu plus tôt ? Alors ça, c'est le grand malheur du gériatre, c'est-à-dire qu'on reçoit des gens aux urgences le samedi à 2h du matin, et on se dit, et on les place en EHPAD, et on se dit, mais ça aurait pu être fait il y a des mois, il y a des années, et on n'est pas obligé d'entrer définitivement en EHPAD. On peut faire de l'accueil de jour, on peut faire des hébergements temporaires pendant les vacances pour que les aidants puissent se reposer, se ressourcer, et que la personne puisse prendre un peu la température de l'établissement et le choisir même, et après faire un hébergement définitif quand ça devient indispensable. Mais effectivement, ça devrait être un processus très progressif qui se fait sur plusieurs années, et souvent ça n'est pas du tout anticipé parce que les gens se voilent la face. C'est un peu comme si en voiture on prenait pas d'assurance parce qu'on dit moi j'aurai pas d'accident. Ouais, d'accord, tant mieux pour vous, mais essayez d'anticiper le cas où
vous auriez un accident. On a le sentiment un peu en France en ce moment qu'on est à une période de transition où toutes ces structures, toute cette considération du grand âge est en train de bouger dramatiquement. Vous avez le sentiment qu'on est en train de préparer le futur, ou alors on n'est pas forcément prêt pour ce qui va nous arriver avec cette explosion démographique? Alors c'est vrai que médiatiquement, politiquement, on est quand même sur des considérations assez court-termistes. Dans la science et la médecine, on est plutôt dans des considérations à long terme. On sait très bien que dans 5 ans, on va atteindre le pic du baby boom. Et là, on va être en difficulté si on ne l'anticipe pas. Donc c'est vrai qu'on voit certaines décisions qui nous perturbent et on se dit attention, est-ce qu'on n'est pas en train de reculer pour mieux sauter? Donc oui, il faudrait anticiper un peu mieux. Vous qui êtes en relation avec pas mal d'homologues, on va dire européens, vous avez des exemples et des rôles modèles, on va dire, sur la gestion du grand âge? Alors la gestion du grand âge et notamment le concept de maison de retraite ou d'EHPAD est très différent d'un pays à l'autre. Et par exemple, si on prend la Hollande, c'est des structures beaucoup plus petites, beaucoup plus familiales et qui ont beaucoup plus un caractère de lieu de vie, mais ça veut dire qu'il faut accepter un certain risque. En France, on a une aversion au risque. Et quand vous allez dans un petit établissement en EHPAD, il n'est pas fermé. Il y a potentiellement un lac juste à côté. On pourrait se noyer. Potentiellement une route juste à côté qu'on pourrait traverser en pleine nuit. Mais la vie, c'est synonyme de risque. Donc si on veut qu'il n'y ait aucun risque pour nos résidents, à ce moment-là, on ferme tout. On met les barrières de lit. Et d'ailleurs, c'est souvent les familles qui demandent les barrières de lit de peur que les résidents tombent. Donc je pense qu'en France, on aurait une évolution culturelle principalement pour avoir une certaine acceptation du risque et comprendre qu'encore une fois, la vie, c'est le risque. Et si on veut que les EHPAD soient plus des lieux de vie, il va falloir peut-être à un moment accepter l'option de ne pas tout contrôler. Merci beaucoup Antoine Piot. Je rappelle que vous êtes professeur de gériatrie à l'IHU de Toulouse. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.